tout le monde. Bonjour. Merci de vous être connectés pour cette présentation du marché canadien. Les recommandations d'usage, je crois qu'on est tous habitués, mais quand même, je rappelle, il faut couper sa caméra et son micro de façon à donc ne pas avoir de parasitage pendant les différentes présentations. Et puis, pour poser les questions, vous savez que vous pouvez donc le faire à travers le chat. Alors, comment va se dérouler ce webinaire en plusieurs parties? Première partie, donc, ce sera la présentation du marché par deux intervenants, Mike Aresta de l'IBDC, donc il se présentera plus en détail, et Agnès Poirier de l'ambassade de France aux États-Unis. Merci à vous deux d'avoir accepté cette intervention. Ensuite, vous aurez évidemment, après l'exposé, droit à poser des questions. On essaiera d'y répondre. Si ce n'était pas le cas, on ferait en sorte de vous répondre ultérieurement. Et puis ensuite, il y aura donc Stéphanie Liu de la Maison de New York. Merci Stéphanie aussi d'être là. Qui rappellera donc les services de la Maison de New York, puisque la Maison de New York travaille en connexion évidemment sur le marché canadien. Voilà. Et Julie devrait également vous présenter le programme. Alors, ça sera ou Stéphanie ou Julie vous présentera le programme d'action tel que nous avons l'ambition de le dérouler en 2022. Alors, moi, je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Chantal Passat, je suis responsable du département agroalimentaire dans la direction opérationnelle conquête des marchés. Alors, rapidement dit, cette agence de communication qui s'appelle ADOC a pour mission d'accompagner l'ensemble des entreprises du territoire d'Occitanie, l'entreprise de sa naissance à sa transmission. Donc, c'est à tous les stades de vie de l'entreprise. Il y a des équipes chez ADOC et des experts pour vous accompagner. Gardez-le en tête. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il suffit de revenir vers les équipes d'ADOC pour avoir plus de détails là-dessus. Juste pour le département agroalimentaire dont j'ai la charge, vous rappelez que nous utilisons 3 leviers en termes de mise à disposition d'outils. Un premier levier qui est le levier de la structuration avec justement le webinaire d'aujourd'hui qui en fait partie, présentation de marché, information, sensibilisation sur les marchés et aide à la réflexion, donc des webinaires, des ateliers, des coachings, etc. Une deuxième phase qui est le cœur de métier de la direction opérationnelle conquête des marchés, c'est la prospection avec les salons, les missions, les showrooms, etc. Et ensuite, la promotion. Vous savez qu'on a une marque, la marque Sud de France, qui est là pour promouvoir l'ensemble de l'agroalimentaire d'Occitanie, avec des dispositifs auprès de l'ensemble des circuits de distribution, que ce soit au plan régional, national ou international. Voilà, donc je pense que c'était nécessaire de vous rappeler ça. Vous dire donc que maintenant, Mike et Agnès vont présenter ce marché canadien. C'est assez dense. Et donc, évidemment, prenez bien en compte que ce document vous sera transmis ultérieurement après la présentation, voilà, et que Mike et Agnès ne vont pas forcément rentrer dans le détail de toutes les informations que vous aurez donc sur les différentes slides. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'être là et je passe la parole à Mike. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Donc, présenter en quelques lignes. Donc, je suis le fondateur, directeur général d'IBDC, qui est une société d'accompagnement à l'international basée à New York, avec des collaborateurs à travers les États-Unis. Donc, on a une couverture nationale pour accompagner des sociétés dans l'agro, dans les vins et les spiritueux, dans leur développement nord-américain. Voilà, on a aussi des partenariats avec BPI pour l'assurance export et d'autres partenariats avec la France, évidemment, pour l'accompagnement sur le Nord-Amérique. Et comme le disaient donc les correspondants en France, nous sommes ici avec pour objectif aujourd'hui vous présenter des informations sur le marché, des billes sur le marché canadien, afin d'objectiver, si possible, d'optimiser votre développement dans le futur. Et pour certains, ceux qui sont déjà, peut-être vous donner aussi d'autres informations pour continuer votre développement Nord-Amérique.
Et puis aujourd'hui, afin d'optimiser vraiment notre temps, on ne pourra évidemment pas aborder en détail toutes les slides, mais on vous les diffusera, donc n'hésitez pas à poser des questions également. Alors aujourd'hui, les différents sujets que nous allons aborder, évidemment le marché canadien, les opportunités, les forces et faiblesses du Canada également. Il y a des enjeux, des défis à prendre en compte et à bien anticiper avant de se développer. L'impact de Covid sur l'industrie, effectivement, la distribution, comment on est organisé aux États-Unis, du point de vue macro, les tendances de consommation à bien prendre en compte, l'essor de l'e-commerce, l'impact aujourd'hui pour la consommation des Canadiens, et puis comment se développer, comment amorcer votre développement sur les États-Unis, sur le Canada, pardon. Alors, pour commencer, quelques points déjà sur le marché au niveau macro. Vous avez évidemment des différences assez importantes au niveau réglementation, et là Agnès en parlera dans un deuxième temps, mais au niveau fédéral comme au niveau provincial qu'il faut bien prendre en compte. Vous avez différents niveaux. Le premier niveau gouvernemental établit la réglementation de base applicable aux produits alimentaires pour la composition et l'étiquetage. Le deuxième niveau, c'est chacune des provinces, vraiment, et il y en a 10, plus 3 également territoires. Vous le voyez ici au nord. Donc, chacune de ces provinces a une compétence vraiment pour réglementer sur son territoire la distribution, l'étiquetage, la composition des produits alimentaires, un peu plus strictement d'ailleurs que la réglementation au niveau fédéral, au niveau gouvernemental. Donc ça à prendre en tête. Important aussi de bien vous rappeler les échanges bilatéraux entre les US et le Canada, puisque les États-Unis, c'est vraiment le premier pays exportateur, le premier pays au niveau des échanges commerciaux avec le Canada, grâce aux accords de l'ANENA qui ont été revisités. Donc ça, c'est important de prendre en compte. Vous avez aussi des accords importants entre l'Union européenne, comme vous le savez, et le Canada, à travers le CETA, qui est cet accord de libre-échange qui a été mis en place déjà depuis 2017, mais ratifié en France depuis 2019, si je ne me trompe pas. Et cet accord vraiment a pour but ou pour mission vraiment de consolider les échanges qu'on peut avoir entre l'Europe et le Canada, ça c'est important. Il renforce ces opportunités également d'exportation pour les entreprises comme vous qui souhaitent se développer sur le marché canadien. Et donc, il supprime également beaucoup de droits de douane et ça favorise vos échanges commerciaux outre-Atlantique. Donc ça, c'est important à bien prendre en compte. On peut rentrer plus en détail dans le CETA si vous avez d'autres questions après cette présentation. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, grâce à cet accord du CETA, vous avez plus de 42 appellations d'origine protégée, on appelle des AOP, et des appellations d'origine contrôlée, des AOC, donc des produits du terroir français qui sont désormais protégés au Canada. Et ça, c'est important. En plus d'une centaine déjà d'AOC, d'AOP, de vins et de spiritueux français qui sont déjà protégés. Voilà. La slide suivante, ici, vous donne des données générales sur les régions majeures. Évidemment, vous avez un territoire qui est énorme, avec plusieurs industries, mais l'industrie de la transformation des aliments, des boissons, est la deuxième au niveau manufacturier en importance au Canada, évaluée à peu près 118 milliards de dollars en 2020. Donc, c'est une grande industrie. L'Ontario, qui est plus au centre, et le Québec, plus à l'est, évidemment, du pays, représente la majeure partie de la production, avec environ 62% des ventes. Ensuite, vous avez la Colombie-Britannique, donc tout à l'ouest, et l'Alberta, qui représente 22% et 16% des ventes. Voilà un petit peu comment est dispatché le pays en termes de régions qu'il faut cibler. La production de vente est évidemment le premier sous-secteur alimentaire au Québec et en Ontario. La production de boissons, par exemple, c'est le plus grand sous-secteur en Colombie-Britannique. Donc, il y a énormément de différences entre les provinces à bien anticiper, à bien prendre en compte. Quelques villes à forte croissance. Donc, je voulais mettre ici un panorama un petit peu des différentes régions, des différentes villes. On voit la région métropolitaine de Toronto et maintenant la région qui est la plus forte croissance sur tout le Nord-Amérique. D'ailleurs, c'est encore une fois une ville centrale au Canada pour beaucoup de raisons, tant de tendances, un petit peu leur New York au Canada. Donc, une région qui tire beaucoup de tendances, où il y a énormément aussi de nouveautés qui arrivent. La région métropolitaine de Montréal est aussi importante en termes de croissance. On voit ici que le Canada vraiment continue de montrer des signes aussi politiques, alimentaires, agricoles qui sont fragmentés. On n'est pas sur un pays qui est si homogène que ça au niveau de la population. Il y a des différences très marquées. Il y a des différences écologiques également entre les paysages provinciaux et des perceptions de consommateurs qui peuvent être très différentes de province à l'autre.
Et encore une fois, cette population est très diverse. Et ça, c'est important, dépendamment des provinces, des budgets de consommation, des ménages, vous avez des grandes différences. Par exemple, au Québec, vous avez les budgets des ménages qui sont plus importants, accordés à l'alimentation, d'accord? Mais vous avez un revenu qui est inférieur à la moyenne nationale. Mais il y a une tendance au Québec à privilégier des produits gourmets, des produits français, des produits européens qu'on veut depuis des années. Il y a une importante partie de la population de Vancouver, par exemple, tout à l'ouest, qui est asiatique. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans un développement. Et une population qui est très portée sur le buy local, acheter localement, sur le bio, qui est né vraiment en Colombie-Britannique, cette tendance bio, et très soucieuse de sa santé également. Vancouver, par exemple, ça a été une des premières villes à adopter les aliments bio. Un point donc sur donc le Québec, Montréal. Pourquoi cette slide? Pourquoi en parler? Puisque évidemment, vous avez une forte concentration de compagnies françaises et d'expatriés à Montréal. C'est une région à considérer pour des raisons logistiques, pour une appétence de produits gourmets, pour des produits français, et on en parlera plus tard. Mais le Québec, dans son ensemble, peut être vraiment un relais de croissance, en tout cas une porte d'entrée sur le Canada assez importante. Quelques données aujourd'hui sur la région productrice, donc on en parlait. Le Québec, typiquement, est connu pour la production laitière, la BVP, la pâtisserie, le pain, la boulangerie, le sirop d'érable. L'Ontario, qui est plus au centre, vous voyez en bas à droite, connu pour la production laitière également, tout ce qui est sucrerie, confiserie, BVP également. Et puis la Colombie-Britannique, plus évidemment tout à l'ouest, ici à gauche, connu pour un mouvement buy local, ils achètent très localement aussi beaucoup en Colombie-Britannique pour les fruits de mer, la transformation de viande. Voilà, la majorité des fabricants d'aliments au Canada sont vraiment situés par contre en Ontario, qui est aussi la province la plus peuplée. D'accord ? Quelques différences ici, puisque souvent on nous demande la question quelles sont les différences, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure entre les États-Unis et le Canada. Il y a des différences assez importantes. On ne peut pas évidemment considérer que le Canada et les États-Unis, c'est le même marché, même s'il y a des rapports transversaux, que c'est assez poreux parfois par rapport aux distributeurs notamment. C'est un marché qui est complètement différent, en tout cas de notre point de vue. Il y a un régionalisme qui est bien plus fort aux États-Unis avec différences étatiques très importantes entre les 48 États, qu'on ne voit pas de façon aussi poussée au Canada. Le marché de la distribution au Canada est un peu plus homogène, typiquement. Et puis, du point de vue des distances et de la taille, c'est voulu par rapport à ça. Les langues également. Aux États-Unis, évidemment, que la langue des affaires, c'est l'anglais. Au Canada, vous avez quand même ces deux langues officielles, anglais et français. Vous avez quand même beaucoup de français également. Le français, c'est la langue maternelle d'environ à peu près 20-25% de la population, dont la majorité est au Québec, encore une fois. Même s'il faut bien prendre en compte que l'anglais prédomine dans le milieu des affaires aussi au Canada, puisque en dehors du Québec, Québec City et de Montréal, c'est vraiment l'anglais. Donc, il y a vraiment aussi des différences à ce niveau-là. Et puis, vous le voyez, vous avez quand même un marché de consommateurs qui est bien plus important aux États-Unis. Au Canada, vous pouvez avoir accès à des décideurs beaucoup plus rapidement également, puisque c'est quand même plus consolidé et c'est aussi un peu moins sollicité, entre guillemets, que sur les États-Unis. Voilà, vous voyez la différence entre les plus gros magasins, ce qu'on appelle les retailers ici, entre Walmart ici, qui fait plus de 340 milliards de ventes aux États-Unis, et puis au Canada également, des gens comme Loblaw, qui est le numéro 1. Loblaw, c'est le supermarché qui a la plus grosse part de marché ici, avec à peu près 37 milliards d'euros. La France et le Canada. Alors, la relation a toujours été bonne. Il est évident que les États-Unis aujourd'hui est de loin le premier fournisseur. Il représente la moitié des importations. Ensuite, on a la Chine, évidemment, et le Mexique. Ça fait partie des accords de l'ANENA. Les produits agricoles importés aujourd'hui au Canada depuis des années sont vraiment les fruits et légumes, les fruits à coque, les boissons alcoolisées, donc le vin, spiritueux, la bière, les préparations à base de céréales, tout ce qui est BVP également, le café, les préparations à base de cacao, assez classique. La France est d'ailleurs un fournisseur assez majeur pour tout ce qui est pâtisserie, biscuits, ça c'est important. Près la moitié des importations canadiennes de produits agro-français concernent les boissons alcoolisées, les vins, les spiritueux notamment. Ensuite, la quasi-totalité, j'ai envie de dire 98% des produits laitiers importés au Canada sont les fromages.
Donc, vous avez des opportunités au Canada, c'est sûr. La BVP est une grosse opportunité, tout ce qui est produits laitiers. Vous avez les plus grands acteurs français qui sont également ici. On citera quelques noms après. Le Canada, c'est vraiment un pays où il fait bon faire des affaires. Il y a une logistique en place, il y a une main-d'œuvre qui est très instruite, talentueuse. Il y a une fiscalité qui est très concurrentielle, d'ailleurs, au niveau du G7. Il y a un système bancaire qui est parmi les plus solides du monde. Et en termes de qualité de vie, pour y avoir vécu également, avoir une équipe aussi sur place, c'est vraiment un pays où il fait bon vivre en général, même s'il fait froid, et surtout à l'Est. Mais vous avez des tas d'opportunités sur le Canada pour développer, encore une fois, un relais de croissance potentiel intéressant. Quelques secteurs porteurs. Aujourd'hui, on observe qu'il y a une tendance croissante pour une alimentation plus saine qui s'est accélérée évidemment depuis Covid, avec quelques secteurs, quelques catégories comme le vin. Alors, ici, le Canada est le 5e importateur. On a un monopole d'une société d'État, comme au Québec, qui s'appelle la SAQ. Donc, on a quand même un secteur du vin qui est très réglementé ici. Chaque province a un petit peu ses sociétés, ses magasins, qui sont contrôlés et réglementés par l'État pour acheter du vin. On a aussi des produits premium et bio qui sont en pleine explosion ici, et pas seulement en Colombie-Britannique, mais partout au Canada. Les emballages éco-responsables, on voit une grosse tendance. La bière également, le fromage, un marché qui est énorme. Le fromage tout seul, c'est à peu près 30 milliards de chiffre d'affaires. Le snacking, ça c'est une tendance évidemment très nord-américaine. Il y a une tendance à se snackifier de partout. Les chips, très important. Voilà, donc ça fait partie des plus grosses tendances. Quelles opportunités aujourd'hui pour vous à considérer? Évidemment, le Canada est un tremplin idéal pour beaucoup d'exportateurs français en Amérique du Nord. La plupart des Canadiens, comme vous l'avez vu sur les cartes précédentes, vivent à proximité des États-Unis, hein, moins de 160 km vraiment de la frontière avec les États-Unis. Les Canadiens ont un revenu qui est sans doute assez élevé, hein, et apprécient les produits français de qualité. Donc, c'est aussi un marché qui est important pour pénétrer le marché américain si demain, c'est votre objectif également. Ça vous donne accès au marché nord-américain, sud-américain et aussi asiatique, puisqu'il y a une communauté asiatique qui est importante. Donc, ces nombreux accords facilitent la donne, l'ALENA, le CETA, qui est important pour faciliter les conditions d'accès également. Un point important que je voulais mettre en avant, le bio. Aujourd'hui, si vous avez une certification bio et vous avez des équivalences entre le Canada et l'Union européenne, à mettre en avant. Les produits biologiques sont de plus en plus populaires au Canada et se vendent à des prix plus élevés également. Ils n'ont aucun problème sur en Nord-Amérique à payer plus cher pour des produits bio. Et même sous Covid, ça n'a pas changé, au contraire. Donc, si vous avez une certification bio, c'est un réel avantage. Les produits bio doivent être accompagnés, par contre, d'un certificat qui est délivré par un organisme français de certification et d'inspection. Ça, c'est un réel avantage. Aussi, une autre porte d'entrée potentielle pour vous sur le marché canadien, c'est les marques de distributeurs. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent avec les gros acteurs comme Loblaw, Sobey ou Metro, surtout sur l'Ontario et le Québec, les marques de distributeurs peuvent vous permettre de placer un produit dans leur rayon sans avoir à payer leur prime à eux de référencement pour commencer. Ces détaillants, comme vous savez, ils ont des portefeuilles qui sont super étoffés. S'ils ont besoin d'articles uniques à la mode ou un meilleur marché qui comptent des créneaux spécifiques, ils pourront faire rentrer comme ça en MDD. Donc ça, c'est une opportunité commerciale qui se développe. C'est une tendance très nord-américaine, mais ça à prendre en compte si c'est dans votre stratégie de développement. Les produits propres, les produits naturels, les produits sains, nutritifs, également en forte croissance. Explosion aussi, comme on l'a vu depuis certains moments des supermarchés ethniques. Il y a une grande diversité et croissante de la population canadienne. Et donc, c'est important, une explosion des magasins ethniques, des produits ethniques qui est vraiment à prendre en considération. Et puis également l'essor, on en parlait, des achats en ligne qui continuent, on en parlera plus tard. Voilà, et puis le Clean Label. Alors, le Clean Label, qu'est-ce que c'est? C'est des listes courtes d'ingrédients, sans artificiels, sans additifs, avec moins de sel en général, moins de gras. C'est super important, c'est très nord-américain, on recherche beaucoup ça, les Canadiens également. Voilà, et puis j'en parlais, le fromage, les vins, la charcuterie va encore augmenter comme tendance et comme opportunité. Les marques de distributeurs, on en parlait, sont en pleine croissance. 65% des consommateurs ont estimé qu'ils ont acheté plus de produits de marques de distributeurs depuis le début de la pandémie, donc c'est quand même assez important. 85% sont vraiment satisfaits, donc c'est un chiffre qui parle par la qualité de ces marques qui tendent à être un peu meilleures.
Voilà, donc à considérer pour beaucoup d'aspects aujourd'hui. Sachez que Metro, par exemple, des grands acteurs comme eux ou Sobeys ont toutes leurs marques de distributeurs qui sont assez phares et bien connus aux États-Unis, au Canada, comme Sélection, Compliment, No Name, qui sont des marques assez importantes. Voilà. Peut-être un point sur des marques qui ont bien réussi. On peut faire un point sur une success story d'une marque que vous connaissez sûrement, et je vais passer le relais à Stéphanie. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait vous parler d'une marque occitane qui a très, très bien marché en Nord-Amérique. C'est Karine et Jeff. C'est une marque c'est une entreprise qui produit et fabrique des recettes de fruits et légumes de manière générale en verre, donc en conserve en verre, de la ratatouille à la soupe, etc. Et Karine et Jeff, ils ont une histoire assez fascinante que je vous invite à lire quand vous aurez le document, puisque je vous ai mis le lien. Il y a eu aussi beaucoup d'articles dans la presse. Donc, c'est vraiment une belle success story, comme on les aime. En plus, la maison à New York les a aidés dans leur expansion sur le marché nord-américain. Donc, on est très heureux de ça. J'ai eu du coup Jeff au téléphone pour préparer ce webinaire et voici les points qu'il m'a expliqué de leur présence au Canada. Donc, ils ont démarré leur prospection au Canada en 2014, en même temps que les USA. Ils ont participé à des salons commerciaux en 2014 et 2015 pour vraiment, dans un premier temps, tester leurs produits et vraiment se rendre compte s'il y a des ajustements à faire du côté du produit et regarder aussi le contenant, le contenu du coup, le contenant et aussi les étiquettes et évidemment rencontrer des premiers partenaires commerciaux et engager des premières discussions. Les premières palettes sont parties 3 ans après, donc 2016-2017. Aujourd'hui, ils sont distribués au Québec et en British Columbia, avec donc dans 2 provinces uniquement, avec un importateur par province. Et ils proposent dans ces 2 provinces différentes, donc 2 catalogues de produits différents qui ont été chacun déterminés avec leur partenaire commercial. Donc ça, c'est important. Comme disait Mike, en termes de distribution, il y a quand même, vous avez vu la carte, il y a quand même des provinces bien différentes avec des populations qui ne sont pas toujours homogènes. Comme vous l'avez compris, le Québec notamment est assez friand des produits français, donc il y a un catalogue qui est plus étoffé, notamment au Québec. En tout cas, en termes de produits, ils importent tous leurs produits. Il n'y a aucune fabrication, même co-packing local. Ils étiquettent tout en France également et ils font partir directement au Canada. Les produits ont la même recette, donc ils n'ont pas changé d'un iota leur recette qu'ils distribuent en France ou aux États-Unis pour le Canada. Et ils ont également la même taille de contenant. Parce que des fois, on pourrait imaginer que, par exemple, aux États-Unis, on ait une bouteille plus grande ou pas. Ils ont les mêmes bouteilles en France, US ou Nord-Amérique ou au Canada. Seules les étiquettes sont différentes. Et là, slide d'après, voilà, je voulais vous montrer les 2 premières bouteilles. Enfin, la bouteille de gauche, c'est la bouteille américaine. Donc, vous voyez, on est en anglais avec une étiquette où on voit bien les ingrédients. Et puis, on a les certifications qui apparaissent. Sur la droite, du coup, on a l'étiquette canadienne. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'on a exactement ce que disait Mike juste avant. Donc, vraiment cet effort de clean label avec vraiment des ingrédients sans additifs. On a donc évidemment la double traduction qui est très importante. Et puis, je pense que Agnès vous en reparlera de la réglementation. Et on a évidemment, vous voyez, bien listé toutes les certifications à mettre en avant. Et encore une fois, je rebondis sur les propos de Mike juste avant, qui disait que le bio est très apprécié et les produits nutritifs, ce qu'on appelle la good food ici. Donc, c'est vraiment le fait de choisir des produits qui sont bons pour le corps, en l'occurrence des produits comme ça, vegan, sans additifs particuliers. Voilà pour le cas de Karine et Jeff, le business case. Super, merci Stéphanie. Évidemment, ce qu'il faut préciser aussi avec eux, on les connaît bien, c'est qu'ils ont misé sur les 2 tableaux, sur la partie distribution, sur la partie retail, mais aussi online. Ils sont très présents en ligne également au Canada, que ce soit sur Amazon ou d'ailleurs d'autres acteurs. Et aujourd'hui, on voit encore plus qu'hier l'impact Covid sur le Nord-Amérique. Avoir la partie online peut aussi évidemment représenter des relais de croissance assez importants. Voilà, quelques différences également à prendre en compte au niveau plus et moins, les forces et faiblesses du marché canadien, quelques
Point important à prendre en compte, évidemment, la différence de province. Le commerce intérieur du Canada est assez fragmenté en termes de réglementation, en termes de consensus entre les provinces. Il faut le prendre en compte, en termes de tendance entre les provinces également. La compétition, on en a parlé. Les États-Unis, c'est le plus gros compétiteur de l'Europe. Par contre, je vais vraiment faire le point sur les différences. Les exportations de l'Union européenne vers le Canada, en général, captent des segments de consommateurs revenus plus hauts, à travers des attributs, par exemple, de produits tels que la reconnaissance de la qualité et l'attrait du luxe, tandis que les exportations américaines, en général, ciblent une base de consommation plus large et un peu moins spécialisée. Donc, on n'est pas forcément en frontal avec les États-Unis, mais il faut prendre en compte qu'il y a quand même un historique important avec les États-Unis qui est là, il y a une compétition qui est présente, et avec d'autres pays européens notamment. Et cette ancienneté des États-Unis fait aussi que le Canada travaille énormément avec les États-Unis sur beaucoup d'aspects. Quelques points importants, évidemment, le climat qui peut être difficile. On nous fait souvent la remarque, on a eu moins 40 hier ou moins 20 à l'Ontario. Bah oui, ça arrive. Il y a des hivers qui peuvent être assez longs. C'est beaucoup plus doux en Colombie-Britannique parfois, donc c'est aussi parfois à prendre en compte. On a une logistique qui est assez bien reliée quand même au Canada, donc c'est important pour la livraison et les transports, même si livrer que de l'Est à l'Ouest est assez compliqué, donc il faut le prendre aussi en compte dans votre développement. Et puis, la distance France-Canada qui est là, un marché fragmenté, on en parlait, les étiquetages bilingues en anglais, en français, c'est sûr. Donc, tous ces points-là sont importants à prendre en compte. Un impact assez rapide sur, aujourd'hui, l'impact de Covid sur l'industrie. Évidemment, des changements importants au niveau retail également, les paiements et services sans contact, sans numéraire, les mesures de sécurité accrues. Une demande de produits sains, la livraison en ligne qui a explosé, les retards qu'ils avaient au Canada par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, c'est plus ou moins atténué. Maintenant, ils ont une accélération de l'e-commerce qui est assez importante qu'il faut prendre en compte également. Et puis, au niveau food service, donc la restauration, le marché HoReCa, qu'on appelle food service sur Nord-Amérique, il y a eu à peu près 10% de pertes, à peu près 10 000 emplacements, restaurants, hôtels qui ont fermé, donc ça, c'est quand même important. En termes de consommation, faire un point rapide, évidemment, beaucoup d'importance des consommateurs pour la santé, l'impact environnemental, parfois les productions locaux, et puis les produits vraiment très consommés, les produits laitiers, les fromages, les produits bio. Ça, c'est des tendances qui vont rester. Un point sur la distribution, vous avez à peu près 21 000 établissements d'alimentation, donc d'épiceries aux États-Unis, donc au Canada, pardon, au niveau retail. À contrario, aux États-Unis, c'est à peu près plus de 100 000, donc vous avez des marchés très différents. Le rôle ici de chacun, vous le voyez, chaque intermédiaire va prendre son niveau de taxation qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, cette taxation, vous voyez, le distributeur qui prend à peu près 25-35%, ça varie d'un distributeur à l'autre, mais c'est pour vous donner une moyenne. Vous avez également les détaillants, le retail qui prend 25 à 45%. Ça dépend effectivement des magasins, ça dépend des produits, ça dépend de la localisation. Un magasin plus spécialisé, un magasin gourmet va prendre à peu près 50% au moins, un minimum de marge, tandis qu'un magasin qui fait plus de volume, comme Whole Foods, prendra beaucoup moins. Donc, important de bien comprendre aussi que les grossistes sont appelés des distributeurs ici. Ils ont souvent un rôle essentiel de vente, d'entreposage, de distribution. Souvent, vous avez très peu de gros distributeurs qui couvrent tout le Canada. Vous avez des très petits distributeurs qui couvrent des provinces comme l'Ontario et le Québec. Il faut passer par plusieurs distributeurs. Et puis, à bien prendre en compte, je voulais faire un point sur les courtiers, qu'on appelle des brokers également. Ces courtiers sont vos représentants de marque, sont des agents qui deviennent vraiment votre représentant d'entreprise, qui n'achètent pas de produits, eux, mais qui prennent une commission sur les ventes de distributeurs net, donc de 5 à 10% en général, et qui aident vraiment à faire cette relation entre le distributeur, le producteur, l'acheteur, qui est assez essentielle sur le marché ici canadien. Voilà un point, on pourra vous l'envoyer plus tard, sur comment travailler de façon très productrice avec vos partenaires ici et comment les sélectionner. Un pense-bête. Quelques liens utiles ici à se rappeler pour trouver des partenaires commerciaux au Canada. Le premier lien est une source du gouvernement. C'est une base de données qui liste des importateurs par produit, donc important d'y faire un tour. Ensuite, vous avez cette plateforme qui s'appelle RangeMe, qui est utilisée aux États-Unis et au Canada, qui liste vraiment
les fournisseurs, les acheteurs, les producteurs. C'est une plateforme de découverte, de sourcing de produits où les détaillants, les fournisseurs se découvrent, se connectent et développent des activités. Vous avez un peu plus de 10 000 acheteurs, de catégories qui sont présents, 175 000 fournisseurs et plus de 700 000 produits qui sont découverts sur la plateforme assez régulièrement. Donc, c'est vraiment une plateforme importante qui utilise aussi des distributeurs pour faire entrer les nouveaux producteurs ici. Et puis, vous avez les salons, les gros salons ici, comme le CIAL Canada en alternance, mais là qui est à Montréal en avril, le CPMA à Montréal également en avril et plus sur les produits frais. Et puis, vous avez le show Restaurants Canada, conférence évidemment sur tout ce qui est food service, donc Horeca. Et ça, c'est parmi les gros salons qu'on fait en général sur le Canada qui sont importants. Un point rapidement sur la distribution ici. Vous avez un marché qui est très mature, très consolidé, avec 5 grands magasins au Canada qui contrôlent un petit peu toute la distribution, avec 3 épiciers traditionnels et puis 2 marchands généraux. Et là, ces 5 acteurs ont à peu près 65% du marché, dont Loblaws, Sobeys, Metro, Costco, Walmart et Costco, qui sont des généralistes qui vendent également d'alimentaire. L'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, c'est à peu près 75% des parts du marché au niveau retail du Canada. Et ce sont les provinces dans lesquelles vous avez la plupart de la commodité, l'épicerie, des marchandises de masse aussi, où la plupart des magasins sont également situés. Voilà, quelques tendances importantes, vous les enverrez également. C'est les produits qui marchent bien aux États-Unis pour une population qui est sans doute vieillissante, mais qui a un fort pouvoir d'achat, qui se concentre vraiment sur la santé. Le bio important, un point en 1 minute, c'est une forte croissance sur les produits bio, les produits sains et naturels au Canada, des perspectives excellentes pour les ingrédients bio et naturels à mettre vraiment en avant. Les consommateurs canadiens ils dépensent en moyenne 184 $ à peu près par semaine pour des produits d'épicerie bio. Les consommateurs ici adorent le logo que vous voyez ici et considèrent que c'est quelque chose qui est sain, qui est un standard assez fort. Ils associent le bio avec le sans gluten, le bien-être animal, le bien-être pour l'environnement. Donc, encore une fois, mettez-le en avant. Vous avez plus de 8 Canadiens sur 10 qui achètent des aliments bio régulièrement dans les épiceries traditionnelles. Pour l'e-commerce, on fait un point rapide. Évidemment, Amazon, c'est la plateforme la plus populaire. Vous avez des profils assez variés, mais le consommateur d'épicerie en ligne aujourd'hui est plus jeune, citadin et masculin. Mais les personnes qui envisagent fortement des épiceries click and delivery, donc acheter et se faire mettre les courses dans la voiture, les click and delivery sont plus susceptibles d'être des femmes au Canada, des personnes âgées également et des personnes qui vivent en banlieue. Avec des pure players comme HelloFresh, qu'on trouve partout en Nord-Amérique, Chef's Plate, Good Food pour les kits de repas, PC Express, voilà, qui sont des sites où on peut commander la nourriture en ligne. Quelques moteurs de tendance qu'on vous enverra également. Et puis un petit point en 1 minute, qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour passer le relais à Agnès. Bien sûr, quelques points à garder en tête. Analysez bien le marché local. Concentrez-vous sur 1 ou 2 provinces. C'est un marché qui est très peu homogène, vraiment le Canada, donc une population très diverse. Encore une fois, un exemple, le budget des ménages québécois est bien plus important que la moyenne, donc très familier avec les produits européens et français. Soyez très, très exigeants avec les produits que vous avez au niveau réglementation. Faites attention aussi aux étiquetages. Là, je passe le relais à Agnès qui vous en parlera un peu plus. Et puis, juste un point pour le partenaire ou les partenaires de distribution. Il n'y a pas de distributeurs en gros au Canada qui exercent leur activité sur l'ensemble du territoire. À peu près 80% du marché est desservi par des plus petits qui desservent des marchés spécifiques. Donc, gardez-le bien en tête. Mettez à profit votre certification bio, participez à des salons. Et puis, allez-y, le Canada est un marché stable qui peut être un relais de croissance important. Mais bien se préparer à l'importation, c'est important ici. Considérez les tendances majeures comme l'e-commerce pour vous développer. Il y a une compétition, c'est sûr, mais il y a une traction d'appétence pour les produits de qualité, pour les produits français. Et gardez en tête l'aspect régional, l'aspect provincial. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je passe le relais ici. Gardez bien en tête le CETA est important. Les Français sont très bien reconnus au niveau qualitatif, au niveau image sur Nord-Amérique. Le clean label est important. Encore une fois, la demande de fromage, vin et charcuterie va encore augmenter. C'est important comme segment. Et il y a une montée en puissance des épiceries fines et du e-commerce qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça conclut un petit peu ma présentation. Si vous avez d'autres questions, je serai joignable après. Mais je passe tout de suite la main à Agnès sur la partie réglementation.
Eh bien, merci Mike. Bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Poirier, la conseillère sur les aspects sanitaires et phytosanitaires à l'ambassade de France à Washington, mais nous couvrons également le Canada depuis Washington. Donc, je vais vous parler des aspects réglementaires pour exporter les denrées aux États-Unis, au Canada, pardon. Mike, si tu peux passer, voilà. Donc, à savoir qu'il y a une agence principale, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, qui est sous double tutelle des ministres de la Santé et de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. C'est une agence qui est compétente en matière de salubrité des aliments, de protection du consommateur, par là j'entends les fraudes et par exemple les indications géographiques qui sont maintenant protégées au Canada. Donc on est sur une gamme d'activités qui relèverait plutôt de la DGCCRF chez nous. Et la CIA est également compétente pour la santé des animaux et la protection des végétaux. Au niveau réglementaire, tu peux passer Mike? C'est bien toi qui passes, Mike? Non. Voilà. Au niveau de la réglementation sanitaire canadienne, nous avons eu une révision assez récente avec la promulgation de la loi sur la salubrité des aliments en novembre 2012. C'est une loi qui met l'accent sur la prévention, la responsabilisation des entreprises, la cohérence des dispositions sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et une approche basée sur le risque. Une des raisons, c'était de rapprocher la législation avec la législation américaine, puisque un an auparavant, la loi FISMA était promulguée aux États-Unis, et ça la rapproche de fait également du paquet hygiène dans l'Union européenne. En application de cette loi, nous avons le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été publié le 13 juin 2018, qui est entré en vigueur le 15 janvier 2019, qui consolide et harmonise des exigences qui auparavant étaient contenues dans 14 règlements verticaux qui ont été abrogés depuis. Donc, on a vraiment une grosse mise en cohérence de l'ensemble et il y a une extension des mesures aux établissements qui n'étaient pas agréés auparavant. La mise en application des nouvelles mesures s'est étalée sur une trentaine de mois. Parmi les mesures, on en a 3 principales, dont la première, c'est la nécessité d'obtenir une licence auprès de la CIA. C'est une obligation qui s'applique aux entreprises alimentaires qui sont basées au Canada et qui sont engagées dans le commerce international ou interprovincial. Comme l'a souligné Marc, tout ce qui se passe au sein d'une province, si ça ne dépasse pas les limites de la province, ça reste sous compétence unique du gouvernement provincial. Par contre, cette licence doit aussi être demandée par les importateurs et elle doit être renouvelée tous les 2 ans. Donc, il n'est pas négligeable de vérifier que votre importateur ait bien une licence en vigueur, puisque sinon, il pourrait avoir un problème à l'importation. Les entreprises alimentaires étrangères qui exportent vers le Canada ne sont pas concernées, donc vous n'êtes pas concerné directement par l'obligation de licence. La seconde exigence dont je voudrais parler, c'est la mise en place d'un plan de contrôle préventif. Mike, s'il te plaît. Merci. Donc, il faut mettre en place un plan de contrôle préventif écrit qui regroupe en fait l'ensemble des prérequis, l'ensemble des bonnes pratiques de fabrication, le plan HACCP, mais également les procédures en matière de traçabilité, l'étiquetage et le bien-être animal. Donc, en gros, c'est un peu le plan de maîtrise sanitaire européen, mais tout consolidé dans un même document. C'est assez proche du Food Safety Plan américain, sauf pour certains points, comme notamment le bien-être animal. Donc, les plans de maîtrise que vous avez, vous, en place du fait de la réglementation européenne sont relativement similaires, sauf qu'ils sont présentés de façon un peu différente. Il y a une exemption pour les petites entreprises, celles qui ont des ventes annuelles inférieures à 100 000 $ canadiens par an, qui n'ont pas besoin de faire un plan écrit, mais qui doivent notamment mettre les mesures en place et prouver qu'elles sont bien en place.
Ce plan de contrôle préventif, diapo suivante. Il s'applique, c'est une disposition qui s'applique aux entreprises agroalimentaires étrangères, donc vous êtes directement concernés. C'est entré en vigueur le 15 janvier 2019 pour les produits à risque, disons, les produits laitiers, ovoproduits, miel, les produits à base de viande, les poissons et les fruits et légumes transformés. L'entrée en vigueur a été reportée pour les autres aliments, mais actuellement, ça a été en vigueur totale pour tout type d'aliments depuis le 16 juillet 2021. Donc, comme je le disais précédemment, c'est assez proche des exigences du paquet hygiène, sauf sur la présentation, mais vous devez pouvoir le présenter. C'est aussi une disposition qui s'applique aux importateurs, et les importateurs canadiens peuvent être amenés à vous demander des informations sur votre propre plan de contrôle préventif, puisqu'ils sont maintenant responsables des produits qu'ils importent. Un peu le même système qu'aux États-Unis avec le FSVP. La troisième exigence, c'est la traçabilité. Peut-être pas très nouveau pour l'Union européenne, mais je pense que pour certaines filières canadiennes, c'était assez nouveau comme exigence. C'est traçabilité aval et amont, classique, client immédiat, fournisseur immédiat, sauf pour la vente au détail, c'est la traçabilité amont seulement. Mais à présent, il faut des documents de traçabilité qui sont assez ouverts. Il y a certaines exigences à indiquer dedans, c'est le nom de l'aliment, le nom et l'adresse du fabricant, le code de l'eau ou tout autre identificateur unique, tout ça pour pouvoir faire le rappel des aliments, la date d'achat-vente et un registre. Un registre électronique est possible, mais dans ce cas-là, il faut un seul fichier pour la traçabilité aval et amont, et il faut que ce registre soit conservé pendant 2 ans. Un autre point, je voulais signaler, c'est que sur le site de la SIA, il y a énormément de documents ou d'outils interactifs qui sont disponibles et qui sont vraiment à destination des entreprises et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. J'ai mis ici un certain nombre de liens. Vous avez notamment le guide à l'intention des entreprises alimentaires. Vous avez 2 outils interactifs sur le plan de contrôle préventif et la traçabilité. Le gros avantage de ce pays, c'est que c'est à la fois francophone et anglophone, donc vous trouvez absolument tous les documents en version française sur le site. L'autre point que je voulais évoquer, c'est les exigences en matière d'étiquetage des aliments. Mike et Stéphanie en ont déjà parlé. Alors ici, on est régi par un autre règlement, c'est le règlement sur les aliments et les drogues qui dépend du ministère de la Santé. L'étiquetage bilingue français-anglais est obligatoire, il doit être lisible, il y a des dispositions sur l'emplacement. Il faut le nom usuel, le nom et l'adresse du fabricant ou de la personne pour lequel ça a été fabriqué. Le pays d'origine, pour l'importation au Canada, il faut pouvoir montrer clairement sur l'étiquette que ça a été importé. Donc, selon les types de produits, il faut mettre importé par ou importé pour et le pays d'origine, sauf s'il est déjà clairement indiqué avec le nom usuel. La liste des ingrédients, bien évidemment, la quantité nette, c'est le système métrique au Canada, donc c'est plus simple. Éventuellement, la date limite de consommation. L'étiquetage nutritionnel, j'y reviendrai dans la diapositive suivante, les allégations et mentions. Pour ce qui est des allergènes et des substances à déclaration obligatoire, attention, il y en a 12, dont le sulfite, le gluten. Donc, ce ne sont pas les mêmes allergènes qu'en France et ce ne sont pas les mêmes allergènes qu'aux États-Unis. Donc, même si vous visez les deux marchés US et Canada, il faut bien faire attention à adapter vos étiquettes. Et enfin, il y a certaines exigences qui sont spécifiques à certains produits, boulangerie, produits laitiers, poissons, etc. Donc, sur la diapositive suivante, je vous donne quelques liens. D'abord, il y a une modification, disons, du règlement sur l'étiquetage nutritionnel qui est paru le 14 décembre 2016 avec une période de transition de 5 ans. Donc, très bientôt, nous allons être dans la mise en œuvre totale des nouvelles dispositions.
Donc, il faut, si vous êtes primo-exportateur, de toute façon, il faut aller directement sur les nouvelles exigences. L'ASIA a déjà dit qu'il y aura une certaine tolérance au cours de la première année à cause des retards dus à la pandémie, mais à compter du 15 décembre 2022, ils feront vraiment des contrôles sur les étiquettes, et y compris à l'importation. Il y a en ligne un nouvel outil d'étiquetage qui est très pratique, qui a été mis en ligne en mai 2018 et qui est vraiment la référence. Et je vous ai fait une copie d'écran en bas à droite. Et vous voyez qu'en cliquant sur les différents points, et notamment le troisième point, c'est pays d'origine, vous avez une checklist des exigences que vous devez respecter. Donc, ça vous permet de vérifier, une fois que vous avez un projet d'étiquette, que ça remplit bien toutes les exigences. Donc, c'est vraiment très pratique. Et comme je le disais un peu plus tôt, le site est toujours en français et en anglais. Si vous avez des doutes sur la mention en anglais à utiliser, puisque les étiquettes sont bilingues, vous pouvez choisir en haut à droite la langue anglaise et vous avez toutes ces informations en anglais, ce qui est quand même très pratique. Autre point que je voulais voir avec vous, mais Mike en a largement parlé, c'est le bio. Donc, il y a une entente d'équivalence, un accord d'équivalence qui a été signé en 2009 et qui est entré en vigueur en juin 2011. Il couvre pratiquement toutes les denrées alimentaires, juste les produits d'aquaculture qui sont exclus. Ça s'applique aux produits biologiques produits dans l'UE ou dont la transformation finale a eu lieu dans l'UE. Il reconnaît les agences de contrôle reconnues dans l'UE, donc votre agence de certification est normalement tout à fait reconnue par le Canada. Comme l'a dit Mike, le produit doit être accompagné d'un certificat qui est délivré par votre organisme certificateur. Au niveau de l'étiquetage, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser, c'est volontaire, le logo biologique du Canada. Donc, Mike a eu l'air de dire que c'était très intéressant de l'utiliser. Vous ne pouvez l'utiliser que s'il y a au moins 95% d'ingrédients bio. Et vous pouvez également utiliser le logo européen, ce que j'ai vu sur la présentation de Stéphanie tout à l'heure. Donc, vous avez le choix de mettre les deux, l'un des deux, en fonction de votre marché. Finalement, je voudrais passer aux exigences spécifiques pour l'exportation depuis la France vers le Canada. Comme on l'a vu, on est maintenant dans le cadre d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc, les négociations sanitaires sont beaucoup coordonnées par la Commission européenne. Dès 1998, il y avait un accord vétérinaire entre l'UE et le Canada qui a été étendu avec l'entrée en vigueur du CETA. Et nous avons un comité mixte de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires qui se réunit annuellement, mais les États membres y participent. Donc, nous avons quand même notre voix au chapitre. Je voulais signaler que la France a une position privilégiée, notamment pour ce qui est des viandes, parce que le Canada ne reconnaît toujours pas l'Union européenne comme une entité unique. Par contre, la France a l'équivalence pour l'inspection des viandes, toutes espèces confondues. Et normalement, nous exportons quand même pas mal, notamment dans les charcuteries, etc., vers le Canada. Les listes d'établissements sont gérées en pré-listing, c'est-à-dire que les autorités françaises agréent les établissements et nous transmettons, en pratique, c'est moi qui le fais, aux autorités canadiennes, les nouveaux établissements agréés. Nous n'avons pas besoin qu'ils soient agréés par le Canada. Donc, au niveau des agréments, il y a un agrément spécifique pour le Canada qui doit être demandé pour les produits carnés, pour les mollusques bivalves vivants, les huîtres notamment, les ovoproduits et les protéines animales transformées qui sont destinées au pet food, à l'alimentation des animaux domestiques. Pour les autres produits, notamment les produits laitiers, il suffit d'avoir l'agrément communautaire. Je voudrais juste souligner quelque chose avant de passer à l'autre diapositive, c'est que l'agrément Canada ne va pas vous servir pour les viandes, par exemple, pour les États-Unis. Ce sont deux agréments différents. Donc, si ce sont des produits carnés ou les restes, c'est surtout les produits carnés, vous ne pouvez pas espérer que la personne qui a importé les envoie directement aux États-Unis. Il faut que vous ayez aussi l'agrément américain.
Dans la diapositive suivante, je reviens sur les viandes. Normalement, il y avait des inscrits qui avaient des produits à base de viande. Je ne suis pas sûre qu'ils soient en ligne, mais tous les agréments, tous les établissements doivent être agréés. Donc, depuis l'abattoir, en passant par l'atelier de découpe jusqu'à l'atelier de transformation. Donc, si vous faites des rillettes, ah oui, voilà, Caroline en fait partie. Donc, si vous faites des pâtés, vous devez bien vous assurer, et sur le certificat sanitaire, c'est bien mentionné, que l'abattoir d'origine, l'atelier de découpe jusqu'à vous, doit bien être agréé pour le Canada et figurer dans la liste des établissements. C'est quelque chose que les inspecteurs en frontières contrôlent bien. Il y a deux types de certificats. Il y a des certificats harmonisés au niveau de l'Union européenne, ce qu'on appelle TRACE, pour les viandes fraîches, bovines, porcines ou de volaille. Très récemment, le certificat pour la viande fraîche de volaille. Et nous avons un certificat bilatéral qui couvre toutes les autres catégories de viande. C'est probablement ce que vous utilisez. Et on est en cours de révision pour retirer la viande de volaille fraîche, puisqu'elle est maintenant harmonisée au niveau européen. Je voulais vous signaler que pour les échantillons, ça peut intéresser certains pour les salons, en dessous de 100 kg, un échantillon qui n'est pas destiné à la vente, donc typiquement pour une exposition, il ne doit pas forcément venir d'un établissement agréé pour le Canada, mais par contre, il y a un modèle de certificat à utiliser, soit pour les porcs, soit pour les volailles, et tous ces modèles de certificats, bien entendu, sont sur Expadon. Les producteurs connaissent bien Expadon. Pour les produits laitiers, il n'y a pas d'agrément spécifique. Il y a un certificat sanitaire bilatéral qui est concerné, notamment, nous sommes privilégiés aussi pour l'exportation de fromage au lait cru, à la différence des États-Unis, et avec un modèle de certificat spécifique pour les analyses bactériologiques. Pour les fruits et légumes, il y a en général besoin d'une analyse de risque phytosanitaire réalisée par le Canada avant d'avoir l'autorisation. Et selon le cas, il faut un permis d'importation ou un certificat phytosanitaire. Je rebondis là-dessus pour vous signaler un système automatique en ligne sur le site de la SIA que je vais vous présenter dans la diapositive suivante. Et j'avais pris l'exemple de la truffe, mais je ne suis pas sûre que les producteurs de truffes soient en ligne. Je vous ai mis le lien, c'est un système automatique, c'est un outil de référence qui vous permet de faire une recherche grâce à un menu déroulant très pratique pour savoir si votre produit est autorisé ou non. Donc, par le nom du produit ou par le code SH à 6 chiffres, c'est-à-dire les 6 chiffres de la classification internationale. La classification canadienne peut aller jusqu'à 12 en fonction des autres informations, mais les 6 premiers chiffres sont toujours les mêmes. Vous pouvez choisir l'origine, d'abord Europe, après l'origine France. Éventuellement, la destination de la province, pour certains produits, ça peut être intéressant. Donc, c'est dans l'outil. Et l'usage final, qui peut être consommation humaine, foire ou exposition. Et une fois que vous avez rentré toutes ces données, vous avez les exigences de documentation qui apparaissent. La licence, c'est essentiellement pour l'importateur. Une déclaration d'importation, si la truffe est ici, et le certificat, s'il y a un certificat et toutes les conditions d'importation. Si vous allez sur le lien, vous verrez qu'il y a un tutoriel en ligne, et la diapositive suivante, je vous ai pris l'exemple de la truffe, mais j'ai pris la truffe fraîche. Donc, SH, c'est 070959, le code à 6 chiffres. Donc, vous tombez effectivement sur les autres légumes, les champignons et truffes. J'ai donc choisi truffes et après, j'ai choisi les truffes sauvages au hasard. Pour l'origine, j'ai pris Europe. Ensuite, j'ai pris France. Tout ça, c'est sur un menu déroulant. Et après, dans l'usage final, j'ai pris la consommation humaine. Et là, il vous propose avec ou sans sol, bien évidemment, ils vous mettent sans sol. Et vous avez tout en bas le fait que c'est approuvé. Donc, l'autorisation, les truffes, y compris fraîches, en provenance de France, sont approuvées. La seule exigence, c'est une licence. La licence, c'est pour l'importateur. Et un peu plus bas, la copie d'écran ne pouvait pas le montrer. L'exigence classique, de toute façon, pour les légumes frais, c'est une absence totale de sol et de terre.
Bon, bien évidemment, ça ne s'applique pas si vous avez des truffes en conserve, mais c'est un exemple. Si vous avez une question, est-ce que je peux exporter ce type de produit? Vous pouvez vous-même déjà faire des recherches comme ça. Pour ma diapositive suivante, je voulais juste parler des limites maximales de résidus parce que je sais que c'est un problème pour certains d'entre vous. La limite, les LMR sont établis par Santé Canada. Il y a deux types, il y a les pesticides et les médicaments vétérinaires. Attention, ce ne sont pas forcément, et même souvent pas du tout, les mêmes LMR que les LMR européennes. Et dans le cadre du CETA, c'est très clair, ce sont les exigences du pays importateurs qui s'appliquent. Donc, je vous ai mis les deux liens. Ça vous permet de rechercher les pesticides et les médicaments vétérinaires qui ne sont pas toujours les mêmes qu'en Europe. Et la dernière diapositive, je pense, c'est quelques liens supplémentaires pour vous permettre d'avoir des informations. Le site du Club des exportateurs, qui est un site que nous tenons ici à l'ambassade aux États-Unis, notamment la fiche sur l'exportation des denrées au Canada que nous avons révisée en juillet dernier. Je vous signale le site du service des douanes de l'ambassade de France. Nos collègues sont basés ici aussi à Washington, mais ils couvrent comme nous le Canada. Vous avez une fiche, 10 questions à vous poser avant d'exporter au Canada, et vous avez une fiche qui vous explique ce que c'est que le statut d'exportateur enregistré. Pourquoi? Parce que ce statut REX, si vous exportez plus de 6 000 € par an, vous devez l'avoir pour pouvoir bénéficier de l'avantage de taux de douane à 0 ou très réduit, de façon à avoir une attestation d'origine UE pour avoir. Et vous avez le site de la SIA qui, donc avec notamment une rubrique sur tout ce qui est importation d'aliments, de végétaux ou d'animaux, où vous retrouvez beaucoup d'informations. Et là-dessus, je vais passer à nouveau la parole à Stéphanie, je pense. Oui, merci beaucoup Agnès. Il y a une question dans le chat qui est apparue de Fabien concernant la réglementation sur les confitures. Peut-être que Fabien peut prendre la parole pour poser une question plus précise. Allô? Oui. Ouais. Donc j'ai vu passer le mot fruit avec écrit en fonction des cas. Est-ce que le fait que nous on soit sur des fruits qui soient transformés, comme la confiture, est-ce qu'on a des réglementations qui sont spécifiques? Ou est-ce que Non, ça reste c'est un faux. produit standard très simple comme c'est le cas ailleurs? Tout à fait. Tout à fait. Les conditions phytosanitaires, c'est vraiment pour les fruits et légumes frais. C'est parce qu'il y a un risque, Oui, bien sûr. d'introduction de maladies qu'il n'y a pas avec des confitures qui ont été Voilà. cuites. Donc, vous tombez sur la première partie de ma présentation, le Ouais. plan de contrôle préventif, etc. Donc, votre plan de maîtrise. Voilà, donc tout à fait. Et éventuellement, les LMR, éventuellement de certains pesticides ou métaux lourds, on a eu des petits problèmes avec certains jus de fruits, mais bon, voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions pour Mike ou pour Agnès? Encore une fois, vous allez recevoir ce document, donc vous aurez la possibilité de le relire tranquillement au bureau et avec vos équipes. Et puis, si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à les contacter, à contacter en tout cas Mike en direct pour toute la partie marché et me contacter moi et je ferai le lien avec Agnès. Alors moi, j'avais une question. Oui. Moi, j'ai une question peut-être pas forcément par rapport à la présentation et tout ce qui est réglementaire, mais justement d'un point de vue commercial. Et peut-être là, c'est plus avec Sud de France ou je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des salons qui sont bien identifiés, par exemple sur le CHR, sur l'hôtellerie, sur des choses comme ça? On va vous dire exactement. D'accord. Donc, avant de passer la main sur les actions justement qu'on va mettre en place en 2022, juste vous parler rapidement de la maison de New York. Donc, moi, je suis Stéphanie, je suis basée à New York. Ça fait 6 ans que je vis à New York, mais ça fait quelques mois que j'ai intégré la maison. À la maison de New York, c'est vraiment… donc déjà, première chose, on est basé au cœur de Midtown, donc vraiment Manhattan. On est basé au cœur de la grosse pomme qu'on adore. Les bureaux qu'on a, c'est un véritable showroom. Donc, c'est la possibilité pour vous, les entreprises occitanes, si vous avez l'envie et le besoin de faire des rendez-vous ou des dégustations ou de faire le lancement d'un produit dans nos locaux, vous êtes les bienvenus. Vous serez ici chez vous.
C'est vraiment la Maison de New York, une véritable plateforme de mise en relation, en fait, entre vous, les entreprises régionales, et nous, la base de données qu'on peut avoir avec tous nos importateurs. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons des bureaux pour vous à disposition qui seront gratuits toute la première année. Donc, vous voyez sur la photographie de gauche, ce sont des petits bureaux qu'on vous met à disposition avec tout le matériel autour. Et vous avez aussi des bureaux qui sont privatisés. On n'en a pas beaucoup. Donc, première demande, premier servi. Encore une fois, c'est une grosse économie pour vous quand vous êtes en phase de prospection ou vous démarrez sur la conquête d'un marché comme les États-Unis, surtout quand vous êtes basé à Manhattan et surtout à Midtown. Et la slide d'après, je voulais juste vous montrer aussi, encore une fois, l'espace que vous avez chez nous. Encore une fois, ici, vous êtes chez vous. Donc, on a un vrai espace en fait, de convention. Donc, on a une salle plutôt grande et en vérité, on fait un peu ce qu'on veut. On a plein de matériel. On a des chaises, des tables hautes. Donc, on peut faire des conférences. On peut faire… c'est un véritable espace de convention ou bien c'est un espace de réception avec évidemment le public qu'on peut recevoir jusqu'à peu près 80 personnes. Pour, encore une fois, faire des dégustations sans problème ou des lancements de produits. Et pour répondre du coup à votre question, je vous présente. Donc, les Chantal ont dû quitter, mais je suis heureuse de vous présenter donc, les actions prévisionnelles sur 2022. Donc, ça, ce sont les actions qu'on va proposer uniquement sur le Canada. Sur les États-Unis, le plan d'action est bien plus étoffé que ça. Sur le Canada, notre action, j'ai envie de dire, majeure, c'est qu'on voudrait faire un test marché, c'est-à-dire réaliser une gourmet box. C'est une opération qu'on a fait cette année et qui a hyper bien marché. Tous les importateurs qui ont participé à cette opération nous ont tous répondu qu'ils voulaient absolument participer l'an prochain si on avait d'autres opérations. Donc, cette opération, qu'est-ce que c'est? En gros, vous nous envoyez des produits que vous avez envie de faire tester. Donc, on peut tester, on réfléchira ensemble ce que vous voulez tester, le goût, l'étiquette, le branding, donc votre marque, etc. Et donc, du coup, on apporte solide ici à New York tous ces produits à la Maison de New York et on les redispatche vers des importateurs, on les fait goûter, etc. Et ensuite, vous aurez la possibilité de parler directement avec eux. Donc, ça, c'est une opération qui est intéressante à deux niveaux. Soit vous êtes prêt pour aller au Canada, et là, du coup, ça peut enclencher des vraies ventes et vraiment une vraie discussion avec un partenaire. Et deux, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais que vous vous posez des questions et que vous êtes encore en finalisation d'études de marché, là, pour le coup, vous pourrez avoir plus de réponses concrètes avec des professionnels qui vont vous répondre en face. Ça, c'est l'opération majeure qu'on va faire l'an prochain. On est encore sur le Canada, on a une opération majeure. Et aussi, je voulais vous parler de deux choses importantes qui ne sont pas sur la slide, mais on va participer au Fancy Food Show de New York qui aura lieu mi-juin. Et vous voyez la proximité avec Montréal, c'est 5 heures de route ou 6 heures de route, pas plus. Donc, il y a beaucoup d'importateurs canadiens de Montréal et de Québec, je pense, qui font le déplacement et peut-être d'autres provinces. Donc, c'est intéressant aussi, le Fancy Food Show à New York, de l'avoir bien en tête si vous voulez rencontrer aussi des importateurs canadiens et on pourra vous aider aussi là-dessus. Et la deuxième opération qui est très importante, c'est la plateforme RangeMe. On va, en 2022, donc on reviendra vers vous avec plus d'éléments concrets, mais on va ouvrir une page RangeMe qui s'appellera Sud de France, dans laquelle vous allez pouvoir créer vos propres fiches produits avec tous vos produits et pouvoir avoir la possibilité de chatter en direct avec des importateurs, d'être référencé et d'être visible. RangeMe, pour rappel, c'est une plateforme, comme vous l'a expliqué Mike, qui fait les États-Unis, mais aussi qui démarre sur le Canada. Et donc, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, avec Julie, on reviendra vers vous pour vous expliquer exactement les modalités, comment vous allez pouvoir vous inscrire, etc. etc. Je pense que c'est un vrai beau tremplin pour démarrer sur le marché nord-américain, États-Unis et Canada confondus. Alors, je vois une question. Y aura-t-il dans cette box des produits de plusieurs sociétés? Oui, il y aura des produits de plusieurs sociétés. Donc, on reviendra vers vous avec des détails exacts, enfin plus précis de cette opération, mais complètement. On réunit, en fait, on va proposer un catalogue aux importateurs. Ils vont nous dire, moi, je recherche tel produit. Et nous, on revient vers vous et on fait le dispatch.
Voilà, il est 10h04 ici à New York. Si on a balayé toutes les questions, on va conclure le webinaire. Mais écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Cette session a été enregistrée, donc on va vous envoyer le replay, pardon. On va également vous envoyer, comme on vous a dit, la présentation. Comme ça, vous pourrez relire à tête reposée toutes les informations qu'on vous a envoyées. N'hésitez pas à revenir vers nous, à la fois Mike directement ou moi pour d'autres questions. Et avec Julie, Chantal et donc l'agence ADOC, on est vraiment à vos côtés pour conquérir les marchés internationaux et notamment le marché nord-américain qu'on adore tant. Voilà. Je vois qu'il y a une dernière question. Quelles sont les grandes enseignes agroalimentaires au Canada? Alors, je vous propose que Mike vous réponde en direct pour cette question parce qu'il est vraiment, on a dépassé l'horaire. Et je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en France et une très belle journée aux États-Unis. Merci encore, Mike. Merci à tous. Très grand merci. Merci beaucoup à Agnès. Merci. Je vous souhaite Merci à tous tous. une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.